Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Cyclisme Performance. Aujourd'hui, je reçois Antonin Albouy. Antonin, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Mathieu, déjà merci de me recevoir. C'est un vrai honneur de passer enfin sur le podcast Cyclisme Performance. Donc moi je m'appelle Antonin Albouy, j'ai 22 ans, bon c'est pas très important. Je suis le créateur de la chaîne YouTube La Science du Cyclisme, mais c'est d'ailleurs comme ça qu'on a pu rentrer en Ouais. contact. Et après que dire, voilà, je suis de mon côté, je suis athlète, j'expérimente plusieurs sports, mais je suis surtout entraîneur en cyclisme. Et j'en ai fait mon métier grâce à la chaîne YouTube La Science du Cyclisme, voilà, où je divulgue, on va dire que je diffuse je démocratise l'approche scientifique de l'entraînement au plus large public, que ce Ouais. soit en cyclo-sportif, sur toutes les disciplines du vélo. Ouais, et principalement sur YouTube. C'est ça, exactement. Ça marche. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Voilà, tu as fait donc une licence STAPS, c'est ça? Ouais, je parle parcours vraiment Ouais, études professionnelles. ouais. Ouais, bah, en soi, au début, parcours classique, bac S. Ouais. Ensuite, je vais en licence de STAPS à Montpellier en entraînement sportif. Et ma dernière année, j'ai eu l'occasion de faire un échange universitaire en Norvège. Donc, pour ceux qui veulent savoir, j'ai rejoint le programme Erasmus et j'ai intégré la Norwegian School of Sport Science. Ok. Voilà, ils avaient un programme très intéressant et j'ai pu voilà, faire partie de cette école pendant un semestre où j'ai pu beaucoup apprendre et découvrir, notamment l'approche norvégienne de l'entraînement. Ouais. Ouais, bah, on va en parler justement parce que c'est quand même un sujet intéressant et bon, bah, toi, pour le coup, tu as pu vivre ça de l'intérieur. Déjà, au niveau de l'université, est-ce que tu as remarqué des différences sur les cours? Comment ils sont donnés? Comment l'approche, voilà, et l'approche qui est transmise par les enseignants là-bas? C'est différent. Alors déjà, c'est beaucoup plus moderne. C'est vrai que c'était un choc de Ah ouais. passer de l'université de Montpellier à l'école en Norvège. Tout est neuf, tout est moderne, etc. Les infrastructures sont bien mieux. Et au niveau de l'enseignement, chaque fois, on avait une partie théorique. Et après, à chaque cours, notamment dans une matière, on devait préparer un exposé chaque Ok. semaine. Ok. Donc en fait, il y avait un cours, c'était Cell Biology, c'était la biologie cellulaire. Hmm. Chaque semaine, le prof créait un groupe, il nous balançait une étude scientifique, on devait la lire, la synthétiser et la présenter au groupe. Donc en Ok. fait, le cours avançait comme ça, où de temps en temps on avait un cours théorique, mais globalement, on devait nous faire des recherches et la restituer au groupe. Donc c'était beaucoup basé sur l'oral et du coup les discussions, parce qu'une fois que le groupe avait présenté, ben derrière, les autres membres posaient des questions et on interagissait avec le professeur, nous on posait des questions également. Donc c'est quand même Hmm. énormément basé sur l'échange, Ouais. ce que je retrouvais moins Et en t'es vachement France. actif aussi, quoi. Par rapport C'est en ça. France, on est quand même vachement passif en cours, quoi. Exactement. Et après, il y avait un cours, c'était plutôt sur la pratique en salle de musculation où on apprenait les exercices. On Hmm. apprenait surtout à être instructeur. Ok. Et du coup, on était quand même un petit groupe, on pouvait mieux travailler. Et aussi, on nous avait demandé, c'était un travail personnel, on devait coacher une personne Ouais. en plus des heures de cours. Ouais. Donc, moi, on m'avait assigné, voilà, c'était un homme d'une soixantaine d'années quand même. Ouais. Et je le coachais personnellement. Et c'est clair que ça fait énormément progresser en termes de coaching, notamment en salle de muscu, pour apprendre à donner les ordres, apprendre à interagir. Hmm. Donc on va dire qu'il y a une meilleure insertion Ouais. professionnelle et on nous apprend plus à développer l'oralité, la communication, ce qu'on avait moins en France. Ouais. Ok. Ok. Donc, bah, au final, c'était une bonne expérience, quoi. D'un Ouais. point de vue éducatif, tu as pu apprendre un petit peu là-bas des choses que tu aurais peut-être pas vues en France, tu penses, ou d'un point de vue vraiment contenu, ça reste plus ou moins identique. D'un point de vue contenu, quand même, on a pu aller bien plus loin avec la biologie cellulaire. Ok. On a appris voilà, les mécanismes de la signalisation cellulaire. Donc moi, ça Hmm. m'a quand même, ça m'a permis de faire évoluer mon approche de l'entraînement, Ok. Ouais. ce que j'aurais pas retrouvé en France. Et après, qu'est-ce que je pourrais voir en termes de comparaison? Non, après, c'est globalement pareil. Après, j'avais un cours, c'était aussi sur la biomécanique. On avait appris à faire un peu de code, etc. Hmm. Pour modéliser des choses. Bon, ça, c'est pas quelque chose qui me plaît. Ouais. Mais du coup, pour les personnes qui ont plus cet attrait pour l'informatique, le codage, etc., notamment pour devenir data analyst, Ouais. c'est vrai que c'est très intéressant. En fait, ils nous proposaient plusieurs cursus et après, Hmm. les élèves norvégiens, bon, ceux qui restaient dans ce cursus, Ouais. ils avaient plusieurs branches possibles. Soit ils devenaient personal trainer en Hmm. partant sur un cours, sur le cours dédié, soit ils allaient faire de la recherche, ils poursuivaient dans la biologie cellulaire, Ouais. ou soit ils allaient prendre le chemin de l'analyse de data, Hmm. de données. Hmm. Donc je trouvais très intéressant leur capacité à faire le pont entre voilà, l'école très théorique et le monde professionnel, où ils proposent trois branches vraiment distinctes. Ouais. Ok. Et bon, on va parler plus d'entraînement maintenant. Mm. C'est vrai que c'est un modèle, on va dire le modèle norvégien qui a été popularisé. C'est vrai que nous, on a une formation sur formation.cyclisme-performance.com.
vous pouvez retrouver une petite formation gratuite faite par Rémi sur le modèle norvégien. Et puis Rémi, il développe un petit peu sa vision des choses et sa vision d'entraînement. Je vous la conseille vraiment, cette petite formation est vraiment passionnante. Mais voilà, toi, qu'est-ce que tu as pu voir concrètement? Comment ça s'entraîne là-bas? Comment toi, tu as pu t'entraîner? Est-ce que tu as pu Mm. t'entraîner aussi un peu avec eux? Comment ça s'est passé? Ouais. Alors, déjà, moi, quand je suis arrivé en Norvège, j'ai pas pu prendre mon vélo. Donc, c'était un Ok. peu une parenthèse dans ma petite carrière de cycliste. Ouais, Et j'ai commencé la course à pied. ok. Et eux, il faut savoir qu'en Norvège, ils ont la famille Ingebrigtsen, Mm. qui a énormément popularisé justement cette approche norvégienne de l'entraînement, comme on Ouais. l'a qualifié aujourd'hui. Donc, forcément, je suis tombé dans la course à pied, j'ai suivi leur méthode et j'ai pu côtoyer également quelques personnes qui faisaient ils s'appellent ça cross-country skiing, c'est Ok, le ouais. ski de fond globalement, parce que la grande majorité des Norvégiens font ce sport-là. Mm. Donc voilà, c'est une approche basée sur du haut volume, beaucoup d'entraînement au seuil, un contrôle rigoureux des intensités, notamment avec la mesure du lactate, Ok, ouais. comme thème à en faire la promotion, parce que c'est une méthode très effective. Donc ouais, en fait, il y a plein de portes possibles à ouvrir, Ouais. mais globalement, c'était ça. Pour résumer, c'est beaucoup de volume dès, dès le plus jeune âge quand même, alors qu'en France, on attend beaucoup Mm. pour proposer des hauts volumes aux sportifs. Donc ils ont l'habitude de faire beaucoup de volume des petits. Aussi, bon là, c'est plus sur la culture dans le pays, ils testent beaucoup de sports. Voilà, les gens que Ouais. j'ai pu côtoyer qui avaient une vingtaine d'années, ils avaient déjà fait du foot, de l'athlétisme. L'athlétisme, un peu, ils ont testé les lancers, la course, Mm. ils ont pu faire du ski de fond. En fait, ils ont touché à énormément de sports. Et là, je pense que c'est un rôle énorme dans le développement moteur Ouais, des carrément. jeunes athlètes. Et du coup, ça en fait des athlètes beaucoup plus complets. Et une fois qu'ils se spécialisent, ils sont capables d'aller beaucoup plus loin dans leur pratique. Ouais, ouais. Donc voilà, j'ai vu un peu tous les sports. Si j'étais ami également avec un cycliste, mais Ok. c'est moins commun quand même. Il y a Ouais. moins de cyclistes. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ils ont beaucoup de temps pour s'entraîner, jeunes, peut-être par rapport aux Français. Est-ce que ouais, la place du sport est un peu différente par rapport à la France? Ouais, mais déjà au niveau des horaires de cours, Ouais, c'est pas la même chose. Ils finissent beaucoup plus tôt. Et le sport a vraiment une partie énorme dans leur société. ouais, Ça ouais. fait partie intégrante. Donc, je ne sais pas si c'est forcément lié à l'école ou si c'est des choses externes. Il me semble que les deux sont reliés. Mais je voyais beaucoup des enfants tout petits jouer au foot sur le terrain, toujours à faire du sport Mm. autour de l'université dans laquelle j'étais. Donc voilà, dès le plus jeune âge, ils font beaucoup de sport. Et je pense que c'est forcément lié à l'école Ouais, pour pouvoir caser autant d'heures. ouais, ouais, carrément. Carrément. Et pour revenir sur le lactate, du coup, ouais, bon, voilà, tu disais que c'est assez populaire chez eux. Comment est-ce qu'ils l'utilisent? Qu'est-ce que tu as pu voir, toi, concrètement, quand tu t'entraînes? Est-ce que tu vois des gens qui se baladent avec un appareil pour mesurer leur lactate? Comment ça se passe? Ouais, c'est sûr que c'est beaucoup plus commun qu'en France. Ok. J'ai vu voilà, des personnes, voilà, ça n'a pas l'air d'être des athlètes de haut niveau, mais pourtant ils avaient leur appareil de lactate. Et en fait, ils s'en servent essentiellement pour les séances proches du deuxième seuil pour contrôler l'intensité. C'est leur usage principal. Ils évitent de passer au-dessus d'un certain seuil de lactatémie. Donc ils l'utilisent pour ça. Après, pas forcément pour la basse intensité, c'est surtout pour les séances de haute intensité. Enfin, les séances Ok. autour de LT2, mais également les séances de haute intensité. Parce que voilà, en gros, dans l'approche norvégienne de l'entraînement, ils ont 2 séances de seuil par semaine, Ouais. voire double seuil pour certains. Mm. Et le week-end, ils ont une séance de haute intensité avec de la vitesse. Et là, ils prennent la lactatémie également pour être sûr de ne pas aller trop loin dans l'intensité. Mm. Donc, ils essayent de contrôler. Voilà, ils sont très rigoureux sur le contrôle de l'intensité pour ne pas en faire trop. Ouais. Ok. Ouais, puis du coup, il y a un suivi qui est assez fréquent, quoi. C'est pas juste du testing ponctuel, Non, 3 fois par an, quoi. non, non, non. C'est vraiment, ils s'en servent pour contrôler l'intensité. Ils doivent faire du testing également pour Ouais, ouais. voir l'évolution des valeurs, mais c'est surtout un outil de contrôle. Ok. Ok, ouais, super intéressant. Et bon, ça, c'est quelque chose qu'on peut appliquer, je pense, Mm. vraiment généraliser. Voilà, moi, en tant qu'entraîneur, maintenant, je fais quand même vraiment attention à voilà, respecter ces intensités-là. Et même sur les très hautes intensités, finalement, ça vaut pas toujours le coup d'aller au max du max. Et Mm. voilà, c'est des choses qu'on peut souvent voir dans les habitudes d'entraînement des Français, en tout cas que j'ai pu côtoyer, où naturellement, on a envie de se mettre une grosse session et de finir mort, et on se dit que c'est ça qui est efficace. Et au final, ouais, on peut avoir une vision peut-être un peu plus long terme qui sera tout aussi, enfin, voire du coup plus efficace sur le long terme en essayant de bien contrôler ses intensités et vraiment plus voir long terme que court terme, quoi. C'est ça, c'est ça. Et c'est surtout une approche que j'adopte également maintenant, c'est une approche extensive de l'entraînement, où ils vont cibler une intensité clé, ils vont chercher à augmenter le volume à cette intensité clé pour générer des adaptations. Et surtout, on se rend compte qu'en baissant de quelques pourcentages notre Mhm. intensité, on est capable de durer beaucoup plus longtemps, sauf que la durée d'une séance d'intensité est également en fonction des adaptations qu'on va pouvoir en tirer. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir
sur l'étude de la biologie cellulaire, il Ouais. n'y a pas que l'intensité relative et absolue qui compte, mais il y a surtout la durée de maintien. Ouais. Par exemple, il y avait l'étude, c'était Stephen Seiler qui avait comparé, c'était 4 fois 4 minutes à haute intensité, 4 fois 8 et 4 fois 16. Et on voyait qu'entre le 4 fois 4 et le 4 fois 8, en baissant de quelques pourcentages l'intensité, on peut tenir beaucoup plus longtemps. Ouais. Et ce beaucoup plus longtemps permet bien plus d'adaptation. Ouais, carrément, mais carrément, ça c'est quelque chose que j'ai l'impression qui se fait de plus en plus en France quand même. Voilà, on a quand même cette idée-là qui devient de plus en plus populaire, à l'inverse de l'entraînement ciblé PMA, test 5 minutes, et il faut vraiment essayer de battre ses records tous les jours aussi, hein. Ça, c'est quelque chose qui est contre-productif sur le court terme. Et si on a cette approche un peu plus contrôle des intensités et d'approche plus extensive, on n'a pas cette petite pression de se dire bah faut que je fasse mieux que la semaine dernière, faut que je fasse toujours mieux. Hein, ça c'est quelque chose qui est de toute façon irréaliste, quoi. On ne progresse pas toutes les semaines et qui en plus est contre-productif sur le long terme, quoi. Ouais. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que pour la course à pied, ils sont assez extrêmes. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent de la même manière à travers l'année, en fait. Leur plan d'entraînement, c'est toujours le même. Leur lundi, c'est petit footing, à individualiser en fonction du niveau. Mardi, double seuil. Mercredi, footing. Jeudi, double seuil. Après, c'est footing le vendredi. Samedi, haute intensité en côte. Et dimanche, sortie longue. Ils font toujours ça. Et quand ils s'approchent des compétitions, ils ajoutent de la spécificité. Et la spécificité, ils l'apportent seulement par la compétition. Okay. Notamment les frères Ingebrigtsen qui sont spécialistes, Jacob qui est spécialiste du 1500. Il ne va jamais faire des séances de 1500, c'est les premières courses de la saison qui vont le préparer pour ses gros objectifs. Ok, ouais, c'est assez en décalage par rapport à même ce qu'on voit nous à l'université en France où on voit un modèle, un schéma très théorique de la planification qui est un peu à l'extrême opposé de cette régularité et de cet enchaînement des séances, qu'on est plus sur quelque chose de progressif, de la récupération, on remet de la charge de manière progressive, de la récupération, et finalement, ça me paraît moins réaliste et moins applicable au commun des mortels qui a déjà, de toute façon, tu as une limite d'entraînement dans ta semaine que tu peux pas dépasser parce que tu travailles, etc. Donc, essayer de se dire, toutes les semaines, je vais essayer d'en faire un peu plus. Et en fait, pourquoi faire ça si de toute façon on est capé sur la durée d'entraînement qu'on peut faire, alors que finalement on peut le voir du coup avec le modèle norvégien, que même avec une approche très stable des choses, on peut quand même progresser, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, ils ont vraiment essayé d'optimiser la micro-planification à l'échelle de la semaine, bien répartir les séances. Et ça c'est ce que j'encourage tous les cyclistes amateurs, de devenir fort en micro-planification, bien maîtriser la structure de la semaine et être capable d'être flexible pour réagir, par exemple, à un imprévu, une séance manquée, à une fatigue, une fatigue qui sort un peu de nulle part, etc. Réagir à une fatigue aiguë. Et c'est vraiment ce qui permet de faire la différence. Que de suivre bêtement un plan d'entraînement, chaque semaine faire un peu plus, puis après avoir une semaine de décharge, ça atteint quand même ses limites. Ouais, non mais carrément. Donc en conclusion, donc il y a donc cette régularité, ce contrôle des intensités, beaucoup de travail du coup plutôt seuil, si je comprends bien. Ça travaille au deuxième seuil. Ok. Et premier seuil un petit peu aussi, ou quand ils font de l'endurance, c'est vraiment très basse intensité, où ils essaient de cibler. Où ils vont aller à une intensité un peu plus haute et des intervalles beaucoup plus longs, où ils vont baisser un peu. Donc ils vont jouer comme ça. Par exemple, la séance type qu'ils font en course à pied, le matin, ils vont faire des 6 minutes, 6 minutes en dessous LT2. Et l'après-midi, ils vont faire des 1000 mètres. Donc, c'est plus entre 3 et 4 minutes. Des blocs de 3-4 minutes. Ok. Et d'un point de vue nutrition, est-ce que tu as observé des choses un petit peu différentes entre les athlètes norvégiens et les athlètes français ? Là-bas, ils font à fond la promotion du high carbs. Donc, ils consomment énormément de glucides. Et c'est communément admis. C'est-à-dire que tout le monde s'aligne sur ça. Avec mes amis, des fois, on faisait des séances sur tapis. J'ai fait beaucoup de séances tapis. Ils me disaient, Antonin, n'oublie pas de prendre des carbs. Ils en consomment énormément. Ils ont une boisson qui s'appelle le Saft. C'est une boisson très, très sucrée. Ils mettent ça dans leur bidon avec de l'eau, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait plaisir à voir. Parce que forcément, augmenter sa consommation de glucides, ça permet d'améliorer les performances, améliorer la récupération, l'enchaînement, etc. Donc ça, ils l'ont bien compris et je pense que c'est en grande partie
en partie responsable Ouais, carrément. des performances des Norvégiens. Ah, mais carrément. Ah, mais carrément, carrément. C'est vrai que c'est tellement important et c'est tellement important de voir la nutrition comme une source de carburant et quelque chose qui va te permettre de bien t'entraîner, de bien récupérer. Et ouais, c'est vraiment central, je dirais, dans l'entraînement plutôt que de voir la nutrition comme quelque chose qui permet d'être plus léger ou Mm. enfin, ouais, c'est tellement, j'ai l'impression, à l'opposé des mœurs en France ou certainement dans d'autres pays. Bon, c'est des choses qui sont en train de changer, mais en tout cas, ouais, c'est intéressant que tu aies relevé ça et ça me surprend pas trop quand on peut voir certaines vidéos YouTube sur des athlètes norvégiens, etc. On voit Mm. que voilà, et glucides, glucides quoi, tout le temps. C'est ça, c'est ça. Et même ça va au-delà, même tu as évoqué la notion de poids, mais j'ai remarqué que la plupart des athlètes norvégiens sont assez lourds. Ouais. Comparé aux autres, on peut le voir sur l'équipe Uno X. Mm. Bon, il y a le cas de. C'est Abrahamsen, il me semble, Ouais. son nom. Voilà, qui a pris 20 kilos pour améliorer ses performances. Ouais. Donc ils n'ont pas peur de prendre du poids. Mm. Je vais pas dire que c'est encouragé, mais c'est pas comme en France où ils vont peser leurs pattes, Ouais. essayer d'être le plus sec possible. Ouais. C'est quelque chose qu'ils ne considèrent pas. Eux, ils veulent vraiment améliorer leur production de puissance, améliorer leur performance brute, et ils voient après pour améliorer leur performance relative, notamment les watts par kilo. Mm. Mais eux, c'est les performances brutes. Et ça, c'est également l'approche de l'entraîneur Olav, je sais pas son nom de famille. Alexander Wu. Ouais, c'est ça. Mm. Des triathlètes norvégiens, Gustav Hayden, Christian Blumenfeld. Ouais. J'ai vu un épisode de podcast avec lui où il disait, en gros, les humains, on est des créatures organiques, on a besoin de nourriture pour progresser, pour la faire évoluer. Et avoir une approche restrictive, c'est en gros, il disait que c'est réservé aux personnes qui doutent de leur capacité à progresser. Du coup, ils essayent de couper du poids pour améliorer leur Ouais. perf relative. C'est vrai. Et donc, il n'a pas dit que c'était un manque de courage, mais il a dit concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez améliorer en absolu avant de chercher à. C'est un peu cash out, tu vois, ressortir vos gains. À quel moment tu décides de ressortir vos gains? Et eux, ils préfèrent pousser la barrière le plus haut possible Ouais, carrément. avant de chercher à couper du poids. Ouais, ouais, non, mais carrément. Et on se rend compte que du coup, cette approche-là, bah, finalement, elle vaut pour 99% des cyclistes qui ont tout intérêt à se concentrer sur être plus puissant, être plus fort, plutôt que essayer d'améliorer leur rapport watt par kilo. C'est quelque chose qui peut se faire à très très haut niveau, je dirais, quand voilà, on vise des victoires sur des courses très montagneuses. Dans ce cas-là, évidemment, ça fait sens d'être léger. Mais pour la majorité des cyclistes, c'est pas le type d'objectif visé. Et même chez les cyclistes pros, voilà, tu parlais d'Abrahamsen notamment, bah, on se rend compte qu'il est plus performant du coup en étant plus lourd, plus puissant, que en essayant d'être un grimpeur finalement et de vraiment se restreindre. Et bah, voilà, prendre moins de plaisir sur le vélo, avoir moins d'occasions d'être devant, de faire la course. Et voilà, sur une année entière à haut niveau en compétition, bah, voilà, même pour un professionnel, bah, en fait, voilà, qui n'a pas besoin de chercher à être le plus léger possible. Et je pense que d'un point de vue mental, voilà, c'est quand même vachement important, quoi. Ouais. Même quand tu es très léger, que tu essaies d'optimiser, ben, on peut voir des cyclistes qui tombent souvent malades. Dans les sports, voilà, plus comme la course à pied, les blessures, ça arrive très régulièrement. Et au final, un des facteurs de la progression, c'est la quantité d'entraînement qu'on est capable de placer à l'échelle d'une année. Donc, il ne faut jamais se décrocher de ce point de vue macro. Ouais. Au final, en voulant perdre du poids, peut-être on va maximiser la performance court terme, mais derrière, on va plus se blesser, plus tomber malade. On condamne de nombreuses journées d'entraînement. Et sur l'échelle d'une année, de plusieurs années, ben, au final, on va aller moins loin. Ouais, ouais, ouais. Ah non, mais carrément, toujours cette vision long terme, que ce soit sur la nutrition, sur l'entraînement, sur tout ce qu'on s'impose en fait et tout ce qui encadre notre l'hygiène de vie et vraiment notre vie au global. Et voilà, quand on veut devenir le meilleur cycliste possible, ça c'est pas quelque chose qui se fait en quelques semaines, quoi. C'est vraiment une vision très long terme. Ce qui veut dire aussi que il y a des moments où on va régresser, des moments où on va progresser. C'est pas une courbe linéaire de progrès, quoi. Ouais, tout à fait. Par contre, j'aimerais donner une limite au modèle norvégien parce que j'ai pu le découvrir de l'intérieur. C'est vrai que quand on en parle en France, on a l'impression de glorifier ce qu'ils font, leurs progrès, etc. Mais la réalité, c'est que tous les Norvégiens copient cette méthode, notamment en course à pied. Ils s'entraînent tous comme les frères Ingebrigtsen, sauf que derrière, il y a des milliers d'athlètes blessés et il y en a très peu qui réagissent positivement. Ouais. Parce que bon, je pense qu'il y a un manque d'individualisation aussi. Ils vont rapidement sur des hauts volumes de course à pied, des hauts volumes par semaine. Et c'est pas forcément intéressant de faire ça. Et j'ai vu des athlètes à 21 ans déjà complètement cramés. Et j'ai peu d'espoir pour eux parce que je donne le cas d'un ami à moi qui avait
l'année de ses 19 ans, il s'est entraîné 1100 heures à l'année. Hmm. C'est juste énorme avec beaucoup de ski de fond, du vélo, de la course à pied. Ouais. Et bien derrière, il a problème sur problème, des maladies qu'il ne comprend pas, des douleurs. Il n'arrive même pas à savoir ce qu'il a Hmm. parce qu'il a créé trop de lésions. Ouais. Ah non, mais ça c'est sûr, je pense qu'il faut jamais trop idéaliser une méthode. Mm. Et notamment, après, tendre vers les extrêmes, c'est toujours pareil. Enfin, c'est une tendance, je pense que c'est généralisable à l'humain en général, où on a tendance à voir un truc positif et on se dit, bah tiens, je vais en faire 2 fois plus de ce truc positif, et du coup, j'aurai 2 fois plus de trucs positifs. Sauf que, bah non. Et notamment, si on prend le cas du volume d'entraînement, c'est une variable qui impacte positivement l'entraînement, mais il y a une limite. C'est pas parce que on explose son volume d'entraînement annuel que bah, on va forcément devenir un champion, quoi. Ouais. Bah, certes, si tu doubles ton volume, il y a des paramètres qui vont progresser. Mm. Il y en a certains qui vont casser en fait. Et Ouais. du coup, ça limite complètement la progression. Ouais, carrément. Du coup, ouais, au final, c'est pas une méthode qui marche sur tous les Norvégiens. Voilà, ils n'arrivent pas tous à devenir des champions et beaucoup de casse du coup alors. Ouais, il y a énormément de casses. On peut le voir aussi avec le youtubeur, d'ailleurs, c'est une chaîne que je recommande, Cédric Baqueux, Ouais. qui est devenu cycliste. C'est un ex-triathlète. Il a arrêté le triathlon parce qu'il ne pouvait plus courir. Hmm. Il était, voilà, d'un point de vue articulaire, je pense qu'il y avait certaines défaillances. Ouais. Ah non, mais c'est clair. C'est vrai que on le voit pas forcément. Je sais pas si on l'occulte inconsciemment ou pas, mais ouais, que bah, derrière chaque méthode poussée à l'extrême, forcément, il y a forcément de la casse. Ok, bah, on a fait un bon petit tour, je crois, sur ton expérience en Norvège. Ouais. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, mais. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Non, après, peut-être, voilà, s'il y a des gens que ça intéresse, c'est un excellent environnement pour progresser en sport. Hmm. Surtout course à pied, ski de fond, parce Ouais. qu'on voit tout le monde s'entraîner et ça pousse énormément vers le haut. Et c'est vraiment culturel en fait, tout le monde s'entraîne. À la salle de muscu dans laquelle j'étais, bon, c'était une salle à l'école. D'ailleurs, si on compare à Staps, Ouais. encore, on avait des infrastructures folles, Ouais. une super salle, des beaux racks à squat, des beaux poids, etc. Ouais, c'est fou. Et j'ai vu un papy de 80 ans, il faisait des tractions avec un disque jaune de 15 kilos. Et c'est assez impressionnant, ça c'est peu commun. Ouais. Très peu de personnes en surpoids, ils sont tous fit. Ouais. Non, c'est top. Mais en tout cas, ouais, je sais pas si tu recommanderais ça à tous les jeunes qui auraient l'occasion en STAPS de globalement, enfin voilà, faire un échange Erasmus. Bon, c'est peut-être pas ailleurs qu'en Norvège, mais en tout cas, ouais, Norvège, tu valides. Ah ouais, bah là si je dois m'adresser aux étudiants en STAPS, ben, c'est pas une opportunité qui est très visible. En fait, j'ai reçu un petit mail qui aurait pu passer inaperçu. Ouais. Donc du coup, j'ai choisi ça par hasard. Quand j'ai intégré STAPS, je pensais pas que c'était possible. Donc si vous êtes en STAPS, faites l'effort d'aller voir ce qui est possible de faire, Ouais. parce que ça va vous offrir énormément de choses. Mais déjà, apprendre l'anglais, être à l'aise, etc. Moi, ça m'a quand même fait sortir de ma zone de confort, où je devais faire beaucoup d'exposés, etc. Et ça permet de booster Ouais. l'anglais. Voilà, moi, ça a révolutionné quand même beaucoup de choses. Donc, si vous avez la capacité de le faire, faites-le. Ouais, petite parenthèse sur l'anglais, mais c'est sûr que c'est primordial. Encore une fois, si on s'adresse aux jeunes étudiants qui débarquent peut-être en STAPS, mais franchement, ouais, ne lâchez pas l'anglais, c'est tellement important pour les sciences de l'entraînement, pour tout finalement. Voilà, s'il y a bien une langue autre que le français à maîtriser, je pense que l'anglais clairement arrive en pole position des langues à maîtriser, quoi. Ouais, complètement. Même si je devais donner des conseils à des lycéens, faites que de l'anglais Ouais. en fait. Ouais, Il n'y a carrément. que ça qui compte. Ouais, non, carrément, c'est pas négligeable. Ok, maintenant j'aimerais parler un peu du coup, bon, bah, toi tu t'adresses principalement dans tes contenus et dans tes produits aussi, parce que bah, tu vends notamment voilà, un cours en ligne voilà, à destination d'une cible un peu spécifique que j'adresse pas tellement moi dans mes contenus. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus voilà, du coup, bah, donc, de ceux qui font du cyclisme, pas forcément à très haut niveau, mais qui ont quand même des objectifs de performance et du coup de ceux que tu cibles. Bon, au final, déjà, je ne cherche pas à cibler une catégorie de cyclistes en particulier. C'est tout naturellement, j'attire cette cible-là. Mes vidéos, elles s'adressent à tout le monde en réalité. Mais sur mes produits, donc c'est des programmes d'entraînement, formation pour aider les cyclistes à structurer leur propre entraînement. Tout naturellement, j'attire des cyclosportifs. Donc, ce n'est pas des personnes qui cherchent le haut niveau. Bah, c'est des amateurs qui veulent atteindre leur meilleur niveau possible, mais relativement à eux en fait. Ils essaient d'atteindre, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire en restructurant leur entraînement et malgré leurs contraintes aussi, parce que ça c'est le problème de beaucoup de cyclistes amateurs. Et donc voilà, c'est des personnes qui veulent faire des cyclosportifs, grimper dans les classements, pourquoi pas préparer leur première course. Il y a quand même de tout niveau, il y a quand même une belle variation. Mais globalement c'est ce public-là et je pense qu'aussi c'est une tendance
qui évolue en France, où les gens se dirigent de plus en plus vers ce genre de course. Donc voilà, je pense que c'est assez logique que j'attire ce genre de personnes aussi. Ouais, non, mais carrément. Et puis, il y a, il y a une vraie demande sur du coup l'entraînement pour préparer des cyclosportifs qui voilà, attirent de plus en plus de monde. Et du coup, toi, c'est quoi tes recommandations en termes de planification d'entraînement, en termes voilà, de cycle d'entraînement? Comment tu organises ça, de volume d'entraînement? Est-ce qu'il faut nécessairement voilà, rouler beaucoup? Comment tu gères un petit peu ça pour des gens du coup, qui travailleraient à côté ou qui Ouais. souhaiteraient faire des cyclos? Parce qu'elle est là, la première contrainte, c'est être conscient de leurs limitations en termes de temps, etc. Parce que c'est bien beau de voir les méthodes d'entraînement scientifiques, voir les études, mais on ne peut pas appliquer ça sur n'importe qui. Hmm. Donc moi, quelque chose que je fais, j'aime bien appeler ça le budget d'entraînement. Ok. C'est concrètement budgétiser combien de temps on a par semaine, être réaliste sur ça. Ouais. Euh, quel créneau horaire on peut allouer au cyclisme et voir un peu l'amplitude. Quel est ton volume actuel? Moi, c'est des questions que je pose, par exemple, pour commencer un coaching ou au début de ma formation, c'est ce que je les incite à faire. Savoir leur volume actuel, savoir le volume maximum qu'ils sont capables de caler dans une semaine. Du coup, là, on peut se dire, OK, tu fais 6 heures par semaine, tu as 12 heures potentielles que tu peux utiliser, mais ce n'est pas pour ça qu'on va utiliser les 12 heures, parce que derrière, il y a une limitation de capacité de récupération, mais surtout de stress au quotidien. Et le stress, c'est un poids énorme. Donc, l'étape suivante, c'est restructurer l'entraînement, restructurer les intensités, recibler les bonnes zones, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Et on se rend compte qu'en reciblant les bonnes zones, en restructurant leurs séances, leurs habitudes, et bien derrière, on va pouvoir passer de 6 heures à 8 heures et de là, augmenter progressivement pour aller rejoindre ces 12 heures potentiellement disponibles. Donc, c'est important déjà de définir ce budget-là. Parce que l'entraînement c'est quelque chose de très logique et souvent on est un peu dans le flou. Donc moi j'aime bien quand je commence un coaching bien tout restructurer, bien définir le niveau de départ, c'est ce que j'appelle le point A, définir ses objectifs, point B et le budget, point C. Et après l'idée c'est comment, la question en tant que coach c'est se dire comment relier A et B à partir de C. Et c'est là que ça devient un jeu intéressant je trouve, c'est comme un jeu vidéo où on a plusieurs jauges et on essaye de jouer avec tous ces facteurs. Donc après ta question elle se porte plutôt comment se préparer pour une cyclosportive. Ouais. Ok. Donc là, ça va dépendre, encore une fois, de ce budget. Je ne vais pas donner les mêmes recommandations à un cycliste qui est bloqué à 6 heures par semaine et un cycliste qui a budget illimité. Le cycliste qui a un budget de 6 heures par semaine, ce que je recommande, c'est partir de son niveau de base, restructurer sa semaine d'entraînement de base, en quelque sorte, et la faire évoluer petit à petit. Et je lui propose une trajectoire, ce que j'appelle la trajectoire de progression personnelle. Ok. On part de son niveau, on fait évoluer cette semaine petit à petit. Et quand il y a des courses, c'est comme des objectifs secondaires. On va mettre en place un petit affûtage pour arriver en forme. Mais en gros, on ne va pas rester concentré à 100% sur ses objectifs. Ce qui compte, c'est faire évoluer son niveau, évoluer ses performances. Et ça va quand même l'amener à de belles performances. Mais le cycliste qui a un budget limité, ben là, on va pouvoir faire plus de choses. On va pouvoir activer plutôt la planification macro, planifier des cycles en avance. Et là, dans ce cas-là, je vais approcher une approche plutôt classique avec une phase de surcharge. C'est assez simple à gérer pour les cyclosportifs qui courent peu fréquemment. On cible la date de l'objectif, mais je vais passer un bloc de surcharge où on va augmenter la charge progressivement. Une phase d'affûtage, et là, ça permet d'arriver au pic de forme sur un objectif qu'on a ciblé dans la saison. Donc là, voilà, avec les cyclosportifs, c'est assez simple. On peut avoir un monocycle où tous les cycles d'entraînement s'imbriquent pour l'amener à tel niveau. Après, bien sûr, il peut y avoir des ratés. Donc, on prévoit des courses derrière pour pouvoir capitaliser sur cette forme-là. Ouais, carrément. Et comment tu gères l'affûtage toi, pour un cyclo avant une compétition, enfin c'est quelqu'un qui prépare une cyclo. Comment tu gères ça? En fait, c'est surtout la durée qui va être individualisée par rapport à la phase de surcharge. Ok. Plus on a des gros volumes, si on va au-dessus de 15 heures, etc., on va pouvoir rallonger la phase d'affûtage. Et au contraire, si c'est un volume d'entraînement moindre, on va dire qui flirte les 10 heures, je vois pas l'intérêt de faire plus d'une semaine d'affûtage. Ok. Donc voilà, c'est surtout la durée qui est individualisée. Et après, l'affûtage, je respecte les recommandations classiques. On se base sur la fréquence, on réduit le volume et on maintient des intensités pour maintenir les adaptations et chasser la fatigue, ce qui amène à être à 100% le jour J. Ouais. Et ça, c'est une approche qui est du coup assez différente entre le très haut niveau, les professionnels, et finalement un sportif plus lambda qui travaille, etc., et qui va faire notamment une cyclo-sportive. C'est vrai que pour le très haut niveau, qui va faire un volume moyen supérieur à 17 heures en moyenne, c'est vrai que c'est
protocoles, les recommandations classiques qui fonctionnent un peu moins et qu'on est un peu obligé de maintenir quand même un volume relativement élevé et finalement presque plutôt de diminuer les intensités. Du coup, c'est vrai que c'est marrant, c'est ces petites subtilités et ces petites différences qui font que peut-être que voilà, on peut maintenant voir l'entraînement d'un pro sur Strava et se dire tiens, je vais essayer de recopier cet entraînement et me dire c'est comme ça que je vais pouvoir performer sur ma cyclo. Alors qu'au final, il y a quand même d'énormes limites à ça parce que tout simplement, s'ils sont pros, c'est pour une bonne raison, c'est que c'est déjà des génétiques exceptionnelles. Et voilà, sur la récupération, sur leur capacité à assimiler l'entraînement, le système nerveux autonome, ça, il y a plein de petites subtilités qui font qu'il y a quand même de grosses différences, quoi. On peut pas justement juste recopier l'entraînement d'un champion et dire que ça va fonctionner, quoi. Ouais, c'est clair. Mais la grosse différence, elle est au niveau du stress dans le quotidien. Le pro, il a du stress, on va dire, sur les séances de haute intensité, mais en théorie, tout ce qu'il y a autour, c'est censé lui procurer peu de stress. Le cas inverse serait négatif pour sa progression. Mais le cycliste amateur, il a plein de choses à gérer. Il a son travail qui est peut-être stressant, la famille, des responsabilités. Donc peut-être une surstimulation sympathique au quotidien. Donc on ne va pas pouvoir lui mettre des séances exceptionnelles et ça serait au contraire au détriment de la performance. Donc voilà, il faut vraiment être réaliste sur ça. Et la gestion du stress est primordiale pour améliorer les performances des cyclistes amateurs. Donc ça, c'est un sujet que j'étudie de mon côté, que j'essaye de creuser, le fonctionnement du système nerveux autonome. Comment le réguler ? C'est une approche que je commence à essayer, notamment avec les exercices de récupération. Je sais que ça peut sembler un peu bête, mais en réalité, en faisant des petits exercices de récupération, on a le pouvoir d'influer sur notre système nerveux autonome. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Un petit exo que j'aime bien, c'est le box breathing. C'est visualiser. Vous pouvez taper ça sur Internet, box breathing. Il y a plein de vidéos. En fait, c'est visualiser un carré, inspirer pendant 4 secondes, bloquer 4 secondes, expirer pendant 4 secondes et faire des cycles comme ça. Et en fait, ça va venir activer le système nerveux parasympathique. Et donc, ça va permettre d'améliorer toutes les fonctions liées à la récupération. Et derrière, on a un bon équilibre. Et comme ça, le système nerveux sympathique peut s'activer au bon moment sur les séances de haute intensité, là où on en a besoin. Ouais, carrément. C'est vrai que c'est super important et peu abordé, j'ai l'impression, alors que pourtant, ça fait quand même de belles différences sur la performance, la récupération. Et voilà, en tout cas, quand on a d'autres contraintes que le vélo dans sa vie, je pense qu'il faut du coup vraiment être conscient de ses limitations et être indulgent aussi du coup avec soi-même. À se dire ok, je peux pas en faire autant que je veux, c'est pas grave, je vais pouvoir quand même progresser, mais justement, c'est en étant conservateur, je pense qu'on peut réussir. Et encore une fois, on retombe un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est vraiment la vision long terme qui va faire toute la différence quand on veut progresser. Quelque chose qui fait énormément défaut aux cyclistes amateurs, aux personnes que je peux entraîner, etc., c'est à la base le manque de régularité. Et donc ça, c'est très important de cocher cette case dès le début. Même si c'est 6 heures, savoir que toute l'année, on va au moins faire 6 heures de vélo par semaine. Comme ça, on a cette base. Et après, cette base nous permettra de faire évoluer notre entraînement. Par exemple, au retour de l'été, au beau jour, ça nous permettra de rouler beaucoup plus et d'ajuster comme ça. Mais bien maintenir cette base tout le long de l'année, je trouve ça très important. Ancrer ses habitudes de cycliste, éviter l'erreur classique de faire une semaine à 15 heures, retomber à 2. Il y a tellement de variations qu'on ne peut rien construire du tout. On n'a aucun repère, etc. Donc, essayer de standardiser un minimum son entraînement. Déjà, standardiser un volume de base, etc. Et avoir ce point de repère pour évoluer autour. Ok. Et est-ce que tu as pu observer, je ne sais pas, notamment des stages d'entraînement, etc. Comment on réagit si on a un travail et que on a un volume du coup qui est quand même plutôt restreint la majorité de l'année et que on a 2 semaines de vacances, on décide de faire un stage d'entraînement, soit tout seul ou un stage organisé. Est-ce que tu as déjà pu observer des cyclistes qui faisaient ça? Est-ce que vraiment d'un point de vue performance, ils ont un intérêt? Qu'est-ce que ça peut leur apporter? Qu'est-ce que tu as pu observer, toi? Et ça, je trouve que c'est du moment où la base justement est validée, qu'il y a cette régularité, je trouve très intéressant de faire des blocs de haut volume, tu vois. En profiter justement qu'on a 2 semaines de vacances, augmenter le volume, c'est un excellent stimuli. Mais attention, il faut être très prudent sur ça. Surtout le cycliste amateur, quand il va être en vacances, justement le stress va être relâché, va être libéré. Et sa forme peut rapidement augmenter, mais pas forcément à cause de l'entraînement, mais justement par ce rééquilibrage du stress, tu vois, ce rééquilibrage du système nerveux autonome. Et il y a un phénomène aussi qui peut arriver quand on fait des blocs de volume, et bien la forme peut monter durant le stage, on peut se sentir de mieux en mieux. Et la fatigue, on ne l'aperçoit pas directement. Ça d'ailleurs, j'aurais une question pour toi, c'est un phénomène que j'ai du mal à expliquer. Et on peut se sentir très bien les derniers jours du stage,
et on peut avoir envie de continuer sur cette dynamique, mais derrière la fatigue frappe de plein fouet Ouais, ouais. et c'est dur de s'en remettre. Donc pour les cyclistes amateurs, je leur recommande de faire ça, mais être vigilant sur cet effet qui peut être grisant et derrière amener à quelque chose de très négatif parce que la fatigue est trop importante. Mm. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que je pense que ça peut s'observer à peu près à tout niveau. C'est pas forcément de cycliste amateur, Ouais. mais dès qu'on commence parfois à mettre un petit peu de charge, un petit peu plus que d'habitude, notamment du volume, un peu plus de volume, Mm. c'est vrai qu'il y a cet effet-là. Honnêtement, je ne saurais pas l'expliquer. Je préfère pas dire de conneries Mm. et inventer des choses, mais ouais, c'est vrai que je l'ai déjà observé aussi et vraiment exactement les mêmes conclusions que toi où d'un coup, voilà, ça peut cracher. Donc, faut vraiment savoir dire stop à un moment et puis voilà, tout simplement récupérer un petit peu pour bien assimiler ça et puis après reprendre ses habitudes. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je trouve que faire un bon petit bloc de volume, c'est bien fait. Euh, le volume d'entraînement, c'est pas. Voilà, si on se dit, ah bah moi de toute façon, toute l'année, je peux pas faire de volume d'entraînement, ça sert à rien. Enfin voilà, même si on peut faire qu'un tout petit bloc qui va durer une semaine et demie, c'est déjà suffisant pour avoir des adaptations intéressantes qu'on n'a pas autrement. Donc ouais, je valide carrément l'idée. Et voilà, en termes oui, si je sais ce que je voulais dire, c'est que parfois, c'est vrai que les vacances peuvent être aussi une source de stress. C'est différent de stage d'entraînement et vacances. Ouais. Je pense si on part vraiment dans un délire stage d'entraînement, c'est pas non plus des vacances avec la famille, ou c'est quand même pour moi deux choses différentes. Et si voilà, on est en vacances avec la famille, pour moi ça reste des vacances avec la famille, mais c'est Mm. pas un stage d'entraînement où on doit se stresser pour aller faire ses entraînements tôt le matin, puis ensuite aller profiter avec la famille. Et voilà, finalement ça peut être des grosses sources de stress et on n'a vraiment rien à gagner à voilà, se rajouter une grosse source de stress, alors que justement les vacances c'est quand même aussi fait pour profiter et se reposer quoi. Ouais, totalement. Et après, en tant que cycliste amateur, la meilleure arme qui est à disposition, c'est les week-ends. Profiter des week-ends pour Ouais. aller faire les sorties les plus longues. Et du coup, la semaine, avoir un entraînement bien calibré avec potentiellement 1 à 2 séances d'intervalle en fonction de notre niveau et de la phase dans laquelle on se trouve. Et après, Ouais. avoir de la basse intensité. Et l'erreur à éviter, bien sûr, c'est de bien contrôler son allure à basse Mm. intensité. Parce qu'on a beaucoup de cyclistes amateurs qui font de la zone 3 en fait. Mm. Voilà, où ils sont jamais dans l'inconfort, ils sont jamais dans la facilité. Et au final, c'est la recette parfaite pour stagner. Ouais. Ouais, donc, Ouais, ouais, carrément. les sorties entre midi et 2 à bloc, etc. J'en ai vu beaucoup faire Ouais. ça. Ouais, ça peut être plaisant, ça c'est sûr, mais c'est pas la meilleure recette pour performer, quoi. Mhm. Ouais, ouais. Et c'est ces mêmes personnes-là qui du coup vont venir te voir et te dire, bon, j'ai 50 ans, est-ce que tu crois que je peux encore progresser? Et bon, Ouais, bah ouais, en fait, on se rend compte assez ouais. facilement en tant qu'entraîneur que voilà, quand vraiment la gestion des intensités est vraiment mauvaise, voilà, on peut signer une garantie et être sûr et certain que la personne va progresser si elle respecte un petit peu ses intensités. On progresse vraiment et c'est des effets qui peuvent parfois être impressionnants parce que bah, on peut vraiment exploser d'un coup juste en régulant ça et vraiment ouais, ça fait la Mm. différence quoi. Ouais. Un autre truc que je pourrais ajouter, quelque chose que j'ai remarqué sur des clients à moi notamment, c'est la fréquence des compétitions. C'est qu'il y en a beaucoup qui sont très motivés et veulent Mm. beaucoup courir. Mais d'une saison à l'autre, en réduisant, en allégeant un peu leur calendrier, en supprimant des courses, on se rend compte que c'est plus facile de progresser. Parce que les courses, ça Ouais. implique beaucoup de choses. Hein. Ça implique un déplacement, Mm. donc ça implique une réduction du volume des autres séances, du stress en plus. Ah ouais. Et surtout, une course, on ne contrôle pas du tout ce qu'on fait. C'est une Ouais. course. Donc, en fonction de la stratégie, on va faire plus ou moins de telle intensité. Ouais. Donc, c'est pas idéal pour progresser. Ouais. Bien sûr, une course fait progresser, mais bon, dans le cadre d'un entraînement structuré, c'est pas l'idéal. Donc, je préfère laisser des longues périodes, des plus longues périodes d'entraînement structuré, etc., où on standardise un peu plus les choses, où on peut Mm. vraiment avoir une progression et courir de manière plutôt occasionnelle que tous les week-ends. Courir tous les week-ends rend difficile la progression. Ouais. Et ben là je trouve que pour le coup c'est vraiment quelque chose on peut s'inspirer de Visma, UAE Mm. sur ça parce que c'est très vrai et c'est très vrai à tout niveau et à tout âge. Après je peux poser éventuellement une limite quand on est jeune. Quand on est junior, éventuellement, bah, pour apprendre quand même les stratégies de course, je pense que c'est quand même important de courir souvent, voilà, ou même enfin, quand on découvre une catégorie, voilà, qu'on soit néo-pro, qu'on débarque chez les pros, bah, c'est quand même une façon de courir un petit peu différente. Voilà, il y a quand même ces adaptations-là qui sont juste tactiques. Dans ce cas-là, c'est quand même important de courir fréquemment et on ne peut pas se Mm. permettre
de faire comme un Pogacar qui ferait que ses courses objectifs. Voilà, c'est quand même important de se familiariser à ça. En tout cas, d'un point de vue progression, bah ouais, ça généralise vraiment à tout le monde parce que, bah, comme tu le dis, hein, les courses, c'est quand même beaucoup de fatigue, des déplacements, c'est loin d'être optimal pour la progression long terme. Donc, ouais, franchement, c'est bien des seuls trucs que n'importe quel cycliste amateur peut s'inspirer des pros parce que, enfin, des pros et des pros qui le font parce que pas tous les pros ont cette chance-là. Voilà, dans certaines équipes, c'est un peu plus compliqué que d'autres. Mais en tout cas, ouais. Et puis là, je m'adresse aussi aux jeunes. Enfin, c'est vrai que c'est important d'avoir ce recul-là quand même, et d'avoir aussi cette vision long terme. Si on a toujours envie de courir, comme je dis, c'est bien pour progresser d'un point de vue tactique, mais quand même, hein, quand on veut vraiment progresser sur le long terme, c'est important parfois de se laisser des périodes de récupération et des périodes d'entraînement. Et voilà. Encore une fois, c'est vraiment valable pour tous les cyclistes, quoi. Donc, ouais, c'est une bonne remarque que tu as soulevée. Ouais, mais surtout ça vient de la peur de perdre le fameux rythme. On me Ouais, dit toujours, je veux faire des courses pour faire le rythme. Mais du coup, ça, je c'est pense vrai. que cette envie de faire du rythme vient de certaines erreurs sur les séances d'intensité où ils ont peur de faire leurs séances parce que c'est des séances beaucoup trop dures. Mm. Donc, ce que je les encouragerais de faire, c'est de baisser un peu l'intensité des séances pour pouvoir les passer avec plus d'aisance. Et au final, ce fameux rythme va aboutir tout naturellement de deux séances structurées de qualité Ouais. sur lesquelles on peut bâtir. Parce que du coup, ils font des courses, je pense, bah, c'est plus simple pour eux de se rentrer Mm. dedans, vu qu'il y a une adversité, etc. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Mais comme tu dis, il y a aussi c'est juste simplement ouais, des croyances. Voilà, on a peur que si on court pas, ben, on progressera moins que les autres, on va perdre ce rythme, on va plus savoir comment faire, quoi. Donc, bon, voilà, je pense qu'on peut rassurer tous les cyclistes. Ils peuvent ne pas courir, se présenter sur une course. Voilà, moi, pour l'anecdote, l'an dernier, je m'étais fracturé le poignet. J'ai pas couru pendant peut-être 2 mois et j'ai repris les courses. Voilà, après un bon travail à l'entraînement. Et voilà, mon directeur sportif n'était pas forcément confiant dans ma forme, mais moi je savais que voilà, j'avais bien travaillé à l'entraînement, même si c'était que ma course de reprise, bah, j'y suis allé avec de l'ambition et j'ai pu y faire un résultat. Donc voilà, vraiment, finalement avec de l'entraînement, on peut très bien progresser, avoir ce rythme de course et quand on a en plus de déjà pas mal d'expérience en compétition, c'est vraiment pas un problème et ouais, clairement intéressant pour progresser. Et pour ceux qui préparent des cyclos et qui font aussi des courses FFC, Ouais, est-ce que tu as ce type de profil-là? ouais, Comment tu ça gères arrive. ça du coup d'un point de vue planification? C'est quand même des choses qui sont diamétralement opposées, quoi. Mm. Et d'un point de vue de planification, je trouve le calendrier s'y prête assez bien. Généralement, ils vont faire le calendrier FFC sur le début de saison Mm. et privilégier les cyclosportives, les grandes courses type étape du Tour, Marmotte, voilà, le Challenge FNY, etc., qui arrivent surtout juin, juillet, août. Ouais. Donc une saison divisée en deux, course Mm. FFC au début, grande cyclosportive l'été. Donc ça permet de faire un peu plus de haute intensité en première partie de saison. Et derrière, renverser un peu la balance avec plus de travail au seuil, plus de travail spécifique et surtout plus de volume, justement à l'approche des beaux jours. Ouais. Donc Ouais, ça ça. concorde également avec la météo, donc Mm. c'est intéressant. Mais pour avoir testé ça sur un athlète qu'on suit, on a fait une saison où il a fait FFC et cyclosportive l'été. Ok. Et là, on a fait une deuxième saison où on a fait que les cyclosportives. La saison où il a fait que les cyclosportives, il a bien mieux marché. Il a eu Ok. une belle progression. Après, je ne peux pas isoler ce facteur-là. Je ne peux Mm. pas dire que c'est à cause de ça, parce que forcément, on progresse de saison en saison. Mm. Mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Mm. Je Mm. pense que si on veut maximiser des courses, il faut mettre que ça dans son Ouais, calendrier. faut faire des choix. Peut-être quelques courses FFC à la rigueur, mais on peut pas se dire je fais ma saison complète d'FFC, Mm. après je vais chercher ça, après je vais faire ci. Ouais. Bah, moi j'y vois une bonne raison, c'est parce que comme tu le dis, le sportif amateur qui va travailler, etc., va devoir profiter de ses week-ends, Mm. mais sauf que s'il fait une course son week-end, bah, il va pas pouvoir faire de sorties longues et du coup on loupe quand même une grosse opportunité d'entraînement, quoi. Ah, c'est clair. Ah, ben, il y a un gros manquement de volume ensuite. Mm. Il y a un gros déficit qui est difficile à combler. Ouais, non mais carrément, carrément. Mais il faut faire des choix. Et l'entraînement, c'est. Voilà, je suis obligé d'utiliser l'anglicisme de trade-off, je sais pas comment on peut Ouais. dire en français, des échanges, Ouais, etc. ouais. En fait, on peut pas tout avoir. On peut pas être ultra fort sur 5, 20 Mm. minutes, être ultra fort en cyclosportive, mais tout simplement parce qu'on peut pas mettre du temps de travail sur chaque intensité. Donc on doit choisir les zones, les types d'efforts qu'on veut prioriser. Parce que si, certes, après, en s'entraînant pour développer son 5 minutes, on va développer des qualités qui nous serviront en cyclo, Mm. mais il faut quand même garder en tête qu'on fait un choix. Quand on choisit tel type d'exercice, on sacrifie un peu de puissance sur Mm. une autre durée d'effort. Ouais. On peut pas être bon partout. Ouais, ouais, non mais carrément.
Et pour la récupération, d'un point de vue déjà plus macro, comment tu gères ça à l'échelle d'une saison? Est-ce que du coup, voilà, même si c'est des personnes qui font 6-10 heures d'entraînement par semaine, est-ce qu'ils ont aussi besoin de couper l'hiver, comme un compétiteur, comme un pro le ferait? Voilà, quelles sont tes recommandations là-dessus? Ouais. Alors pour un amateur, je déconseille la coupure Ok, au final. Mais je conseille vivement d'implémenter d'autres sports pendant l'hiver ok, pour multiples raisons, hein. Déjà pour casser un peu la monotonie pour certains, mais surtout d'un point de vue santé aussi. On sait que la course à pied, la musculation, ça permet d'améliorer la densité osseuse Hmm, qui est mise en danger par le fait de faire un sport porté. ouais, Donc ajouter des activités alternatives, ça je recommande, mais je recommande jamais de couper toute activité physique. ok, Baisser le curseur sur le vélo, oui, mais toujours compenser avec d'autres sports ok, pour le cycliste amateur. Et l'idée, c'est de maintenir cette régularité toute la saison. hmm, Donc, on évite les coupures. Et mais ça, c'est aussi une grosse erreur. Les cyclistes amateurs qui prennent des trop grosses coupures, ouais, en fait, chaque saison, c'est retour à la case départ. ouais, Et chaque saison, ils arrivent au même niveau. ouais, Et pour un peu sortir de ce cycle-là, l'idée, c'est justement de passer un hiver où on maintient. hmm. Et après, ça permet de saison en saison de capitaliser sur ce qu'on a fait la saison passée, de monter petit à petit. C'est des saisons de compétition qui sont quand même très exigeantes et à partir d'un certain niveau, notamment du coup quand c'est ton métier, tu as aussi besoin de prendre des vacances hein, tout simplement. Ouais. Et c'est aussi pour ça que certains voilà, ont besoin de couper et vraiment de ne pas toucher au vélo parce que c'est normal, c'est quoi, quand ça devient ton métier, tu as besoin de faire autre chose aussi. Et c'est vrai que là du coup, ouais, ça c'est des choses que j'ai déjà vues aussi, vraiment des trop grosses coupures. Quand on est amateur, derrière, ouais, on perd quand même pas mal de ses progrès et c'est vraiment du temps de perdu. On peut diminuer le rythme évidemment, faire quelques jours de repos, mais ouais, si on se fait 2, 3 semaines sans sport, ouais, derrière c'est dur. Mais même, je pense que si on a besoin de couper 3 semaines, je pense qu'il y a un autre problème en fait Mm. à régler. Je pense Ouais, qu'il y a eu beaucoup trop de volume, beaucoup trop de charge avant. clairement. Et donc, il y a une question à se poser à ce niveau-là et rééquilibrer. Ouais, Et aussi pour un cycliste amateur, tout simplement, le vélo, faut garder en tête que c'est un plaisir, ouais. c'est un loisir. Donc, ça doit être quelque chose qu'il aime Mm. et ça doit être une habitude de vie, etc., qui va Ouais. favoriser sa santé, d'autres choses. Donc, pourquoi l'arrêter en fait? C'est Non mais absurde. c'est clair, c'est vrai que c'est absurde, hein. Mm. C'est vrai que c'est absurde. Mais ouais, ouais, ça doit s'ancrer dans le mode de vie et se faire de manière assez naturelle, quoi, de façon habituelle. Et si ça contraint trop de choses, forcément, au bout d'un moment, ça casse. Et bah ouais, on a besoin d'avoir cette régularité sur le long terme pour devenir un meilleur cycliste, quoi. Donc ça serait. Et moi, je suis persuadé que quasiment tout le monde peut faire 6 heures de vélo. Et je vois pas qu'est-ce qui peut être malsain à faire au minimum 6 heures de vélo, quoi. Ouais, par Ça semaine. ajoute voilà, du bien-être, ça ajoute plein de choses. Mm. Donc voilà. Et par rapport aux autres sports, Mm. t'en parlais pendant du coup cette période un petit peu d'intersaison, on va dire, pendant l'hiver. Est-ce qu'en Ouais. saison, tu recommandes aussi de faire d'autres sports? Ouais, ben franchement, la course à pied, j'encourage les gens, Ouais. les cyclistes à faire un peu de course à pied. Mm. C'est quelque chose qui commence à être pratiqué par les cyclistes professionnels. Ouais. J'en ai vu quelques-uns faire ça. Ouais, Mais carrément. c'est surtout voilà, pour des besoins de santé. Le principal argument, il me semble que c'est pour la densité osseuse. Mm. Je sais pas si tu peux rajouter quelque chose sur ça. Ouais, complètement. Alors c'est vrai que je peux confirmer, hein, il y a de plus en plus de cyclistes pro qui le font. Voilà, moi je le fais avec quelques coureurs aussi, voilà, d'ajouter quelques footings, un footing par semaine, et notamment voilà, pour cette densité minérale osseuse qui a tendance à se perdre et diminuer avec l'enchaînement, l'entraînement, le fait que en fait, le vélo soit un sport porté, donc il y a très peu de contraintes sur les os, ce qui font que c'est des os qui se fragilisent. Le déficit énergétique hein, aussi, voilà, quand on fait des sports d'endurance, c'est parfois compliqué de combler toutes les dépenses énergétiques qu'on a et le corps au bout d'un moment, il faut bien qu'il prenne cette énergie quelque part et malheureusement les os en subissent les conséquences. Et pour le coup, faire un petit peu de course à pied, Ouais. c'est vraiment bénéfique, quoi. Je recommande ça, de faire ça à l'année. Et surtout pour les cyclistes amateurs, c'est parfois plus simple d'enfiler ses baskets, sa tenue, Mm. de sortir, que de devoir préparer tout son matériel, etc. Mm. Quand on a peu de temps dans une journée, il vaut mieux faire un footing de 30-40 minutes que rien faire. Ouais. Et c'est vrai qu'un petit point aussi que je voudrais rajouter sur la densité minérale osseuse, c'est que c'est quelque chose qui est important dès le plus jeune âge. Et je dirais pas qu'après c'est trop tard, c'est faux. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui jouent quand même assez jeunes. Et là, je m'adresse du coup encore une fois vraiment aux plus jeunes cyclistes qui voudraient faire exclusivement du vélo, quelque chose que moi j'ai pu faire. Et honnêtement, voilà, quand on est cadet, junior ou même avant,
c'est quand même important bon, bah, déjà de faire d'autres sports. Après, je comprends qu'à partir de cadet, on a besoin de se spécialiser vu l'exigence voilà, actuelle pour les jeunes cyclistes. Mais c'est important aussi d'essayer de maintenir quand même un petit peu de course à pied ou bon, la musculation est pas mal aussi parce que la contrainte de la contraction musculaire, du poids qu'on va porter, va permettre quand même de stimuler un petit peu la densité minérale osseuse. Mais voilà, quand on est jeune, voilà, c'est pas un truc à réserver aux vieux qui auraient juste besoin de solidifier leurs os. Non, franchement, il faut le faire dès le plus jeune âge et c'est des effets voilà, qui s'accumulent, qui pourront valoir cher plus tard, quoi. Ouais. En plus de la course à pied, ça c'est quelque chose que j'essaie d'implémenter personnellement, c'est rajouter des exercices de mobilité Mm. dans la semaine, et apporter en fait des mouvements antagonistes à notre position sur le Ouais. vélo. On va être très courbé, très en avant, Mm. donc au contraire aller chercher une extension des lombaires, etc., de la colonne vertébrale plutôt. Déjà pour se sentir mieux, être en meilleure Mm. santé, et surtout pour être plus à l'aise sur le vélo. Donc toi je sais que tu es très souple, tu n'as pas de mal à te poser en position Mm. aéro. Mais parce que je l'ai fait très jeune aussi, c'est ça que ouais. moi depuis très jeune, j'ai fait aussi pas mal de musculation, même si ça se voit pas trop, Mm. mais voilà, pas mal de squats complets, pas mal d'amplitude complète, ça a toujours Ouais. été mon truc. Et bah ouais, j'en vois vraiment les effets maintenant où bah malgré le fait que j'ai pu avoir de gros accidents, j'étais quand même très très touché au dos. Bah en fait j'ai quand même une mobilité qui est vraiment très bonne et qui me permet aujourd'hui d'améliorer mes performances sur le vélo, Mm, quoi. mm. Enfin, vraiment, hein, la position aéro, c'est des gains stratosphériques. Et quand on n'a pas cette mobilité-là, bah, finalement, c'est dommage de s'acheter un nouveau cadre, un nouveau vélo pour gagner 4 watts sur le cadre si on est posé tout droit et qu'on perd 40 watts dans le vent juste à cause de sa position, quoi. Ouais, donc travailler la mobilité pour être plus Mm, aéro, mieux se sentir sur le vélo également. Ouais. Parce que des fois on a des petites douleurs, on ne comprend pas pourquoi, mais faire de la mobilité, je trouve que ça les élimine bien. Bon là c'est basé sur aucun papier scientifique, c'est du pur empirisme, mais je trouve que ça peut ajouter que du positif. Je vois pas quel pourrait être l'aspect négatif. Après si on va chercher des étirements, on va chercher vraiment à forcer, je vois pas l'intérêt. Non. Après j'ai vu des trucs comme quoi ça pouvait éloigner les têtes de myosine, donc c'est même moins bien Mm. pour la contraction, la force, etc. Donc, Ouais. Bah, globalement, moi, ce que je recommande, c'est d'être capable de visiter un maximum d'amplitude articulaire. Donc, que ce soit au niveau des hanches, des chevilles, des épaules, des poignets, enfin, vraiment, toutes nos articulations, finalement, bah, voilà, quand on va vieillir, par exemple, on va justement perdre certaines amplitudes parce qu'on les visite pas, tout simplement. Je pense qu'on a tous l'exemple d'un papy qui fait du jardinage, qui a fait plein d'amplitudes un petit peu dans tous les sens, etc. Et finalement, il a encore quand même pas mal de capacités, alors que quelqu'un qui fait rien du tout, bah, clairement, il va perdre la capacité de se pencher, etc. Parce qu'on ne l'utilise pas. Le corps humain, c'est que ça, hein. De toute façon, on pourrait dire que presque tout est basé là-dessus. Ce qu'on n'utilise pas, on le perd. Et bah, passer un certain âge, ça peut devenir très 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 limitant. Et voilà, bah, donc je dirais tout simplement de visiter un maximum, un maximum d'amplitude. Donc moi ça va aussi avec mon approche de la musculation, quoi, où j'essaye vraiment de voir un maximum d'amplitude. Euh, on pourrait se dire que c'est peut-être moins optimal pour le vélo parce que on fait des amplitudes, bah, notamment pour le squat complet. Si on fait un squat vraiment complet, ce que je recommande, euh, enfin, ce que je recommande si on a les capacités, hein, parce que la plupart des gens finalement sont même pas capables. Mais quand on a la capacité vraiment d'essayer de faire le squat le plus complet possible, ça s'éloigne quand même des amplitudes qu'on retrouve sur un vélo. Pour autant, moi j'ai en mémoire une étude qui avait comparé l'effet sur la performance de faire des squats complets ou des demi-squats de mémoire. Et sur un Wingate, il y avait aucune différence statistique de progression entre ceux qui avaient fait le squat complet ou le demi-squat, quoi. Donc clairement, ouais, j'y vois aucun intérêt à réduire ces amplitudes de mouvement Mm. pour au final pas être plus performant et perdre en plus des amplitudes qui sont bénéfiques pour la santé, quoi. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour là sur toutes les questions de. On a parlé de la Norvège, de l'entraînement, puis on finit par parler un peu de santé. Donc Mm. moi j'ai bien aimé cet épisode. En tout cas, je te remercie ouais, de nous avoir partagé ton expérience. Je mettrai les liens dans la description pour aller voir la chaîne YouTube d'Antonin. Donc voilà, la science du cyclisme. Euh, et puis. euh, et puis voilà, on peut te retrouver, on peut te suivre aussi peut-être personnellement sur Instagram si on a envie de voir un petit peu Ouais, c'est voilà, ça. qu'est-ce que tu fais de beau. YouTube, Instagram, j'essaie de devenir Instagrammeur, donc Ouais, je vais ouais. essayer de faire des belles photos ici dans les Alpes. Ouais, Donc, ouais, j'essaie de te motiver un ouais. petit peu sur ce travail aussi.
peu sur Strava. Mais allez, globalement, YouTube, Instagram pour commencer. C'est assez bien. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Et ben encore une fois, je te remercie. Et puis, bah voilà, une prochaine. Si on pourra refaire peut-être d'autres podcasts plus tard. En tout cas, voilà, on aura certainement l'occasion de se recroiser. Donc voilà, à bientôt. Avec plaisir, merci à toi. Ciao. Ciao.